Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... They and others were led across the internet attempting to crack a series of increasingly difficult puzzles. No one seemed to know who was running Cicada 3301 or why. Des histoires étranges de l'ère numérique. Avez-vous toujours rêvé de faire partie d'une organisation secrète? En janvier 2012, un regroupement mystérieux nommé Cicada 3301 publie un des puzzles les plus intrigants de l'histoire d'Internet. Ils recherchent soi-disant des personnes extrêmement intelligentes afin de rejoindre leur organisation. Durant cet épisode, nous allons retracer les indices laissés sur le web et tenter de démystifier l'énigme Cicada. Salut Émile, comment ça va aujourd'hui dans ce premier épisode de la saison 2? C'est difficile d'être plus excité, Sébastien Lévesque, honnêtement, parce qu'on a eu une super saison 1, on a passé un bel été, on a eu beaucoup de discussions avec nos auditeurs, entre autres, on s'est fait suggérer beaucoup d'épisodes, et nous, on n'a pas pris de break, là. On était constamment sur Reddit en train de vous dénicher des histoires, et on sait qu'il y en a eu des histoires étranges pendant tout l'été, et ça nous a inspiré pour refaire notre saison 2, et on est vraiment heureux d'être de retour. Je sais qu'on se questionnait aussi à savoir est-ce qu'on en fait aux 2 semaines ou est-ce qu'on reste à un rythme hebdomadaire. Eh bien, on a statué, en fait, on va rester à un rythme hebdomadaire autant que possible. On n'écarte pas l'idée de prendre une relâche comme c'est possible à la mi-saison. Donc, on devrait être avec vous jusqu'à la mi-décembre, évidemment pour ceux qui nous suivent à chaque semaine. Sinon, si vous êtes des abonnés podcast sur iTunes, Stitcher, Google Play ou encore Balado Québec, Réseau et tous ces plateformes québécoises-là, eh bien, si vous voulez nous écouter en rafale, ça a peu d'importance quand est-ce que ça commence et que ça finit. Bref, aujourd'hui, c'est notre premier épisode sur Cicada 3301. Oui, Cicada 3301, en fait, c'était un épisode qu'on a dans la main, je te dirais, quand même depuis plusieurs mois et qui nous a aussi été suggéré à plusieurs reprises par vous, les auditeurs, la communauté. Donc, on a décidé de s'y intéresser parce que nous-mêmes, il nous captivait et c'est quand même un cas qu'il faut tout de même bien analyser, bien fouiller là pour sortir et essayer de comprendre les énigmes et tout le parcours à faire pour les résoudre. Là, je vous dirais que vous allez voir, il faut vraiment des compétences extrême dans toutes sortes de domaines comme on vous parlait. Oui, parce que c'est pas juste de déchiffrer des énigmes et des trucs, là, des métadatas sur des images, des choses comme ça. Oui, ça, on va en parler, mais il y a aussi des éléments dans ce puzzle-là qui se retrouvent dans la vraie vie, donc des codes QR qui ont été posés un peu partout dans le monde. Il y a une organisation qui semble assez sérieuse derrière ça. Puis, ce qu'on se demande, en fait, c'est qu'est-ce qu'ils recherchent. Et on sait qu'ils veulent recruter des gens, mais on se demande quelle est cette organisation-là. Est-ce que c'est lié à une organisation gouvernementale? Est-ce que c'est des terroristes, des groupes de hackers? Une compagnie comme Google, Facebook, etc. Là, c'est en 2012, donc ça peut être un de ces le premier énigme est apparu en 2012, donc ça peut être un de ces gros joueurs-là du web. Oui, parce que on le sait, ça s'est vu dans le passé, des énigmes qui mènent à un certain processus de recrutement. Ça s'est vu dans des entreprises. C'est pas la première fois qu'on voit ça, mais celui-ci demeure depuis plus de 5 ans. Puis il y a peu de gens qui semblent avoir été jusqu'au bout des indices laissés sur le web. Donc ce soir, nous, on va essayer de tracer un portrait de ce mystère-là qui nous a pris du temps là, pendant des heures. On a été plongé là-dedans. C'est assez facile là, de tomber dans toutes les pistes sur le web, sur Reddit, sur Pastebin, sur un peu partout, sur 4chan. Et puis ça va être le fun. On va faire le tour de cette énigme-là ce soir. Notre petite bière de la semaine, la Disco Soleil de Dieu du ciel, c'est une Kumquat IPA
à 6,5% d'alcool. C'est quoi une kumquat? En fait, le kumquat, c'est un petit agrume de la taille d'une grosse olive. Ça ressemble à une petite orange, en fait, et on le ressent dans le goût, parce que la disco soleil de Dieu du ciel, elle est rafraîchissante. Elle a un petit goût de houblon, mais avec des notes d'agrumes et d'ananas en arrière-goût. Elle est excellente. Elle est parfaite pour l'apéro. Et en passant, si vous voulez nous payer une tournée de bière à Distorsion, vous savez que nous, c'est une production indépendante. Si vous voulez offrir votre support et aussi contribuer à nous faire boire pendant l'épisode, nous, ça va nous faire plaisir de même prendre une de vos suggestions de bière et la boire dans le show, mais aussi à vous donner un shout-out. Donc, merci de nous supporter. Ça se passe au distorsionpodcast.com. Vous allez voir, il y a un onglet tournée de bière et puis vous pouvez donner une bière à moi et Seb. Et merci à l'avance. Sinon, continuons dans la même veine. On a un shout-out qui nous vient cette fois-ci de Magic Maui sur iTunes qui nous donne une review 5 étoiles et elle nous dit « Je suis accro, c'est très bien ficelé et les gars se sont bien renseignés pour présenter leur sujet. » Eh bien, merci à toi, ami Magic, ça nous fait plaisir, c'est pour des gens comme toi qu'on fait le podcast. Oui, merci. Aussi, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe de discussion. Qu'est-ce qui se passe là-dessus, Seb? Le groupe sur Facebook, pour nous trouver, vous allez sur notre fanpage Facebook Distorsion Podcast et vous allez voir dans le haut de la page, là, il y a tout de suite l'onglet pour se rendre sur le groupe. Sinon, si vous voulez aller plus vite, vous tapez Distorsion Podcast Groupe dans l'outil de recherche de Facebook ou demandez une demande d'approbation parce que c'est un groupe qui est pas secret, mais c'est réservé aux vrais amateurs de distorsion. Aux gens qui aiment mener l'enquête aussi. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir participer à la communauté, nous suggérer des sujets, discuter sur des sujets qui sont amenés par des auditeurs et même souvent, ça dépasse, disons, la ligne éditoriale de Distorsion dans le sens que souvent, on va toucher de d'autres crimes ou d'autres cas paranormaux, mais qui n'ont pas nécessairement une tangente numérique, mais qui sont intéressantes à discuter. Et nous, Émile et moi, on fait partie de la discussion aussi. Donc, n'hésitez pas à devenir membre du groupe et à participer. On est toujours très actifs. Vous allez vous faire des nouveaux amis en plus, parce que la communauté de Distorsion est très sympathique, très engagée et très très créative aussi dans les sujets qu'elle propose et dans ses commentaires. Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans le mystère de Cicada 3301 parce que ça va être long? Oui, monsieur. Yes! Le 4 janvier 2012, il y a une image qui est apparue sur le site internet 4chan, en fait, sur un des boards, sur le board X, qui est spécialisé, disons, en discussion paranormale. Mm-hmm. Il y a une image, et sur l'image, on le voit sur un fond noir, un texte blanc, je vais vous le lire en français, bien sûr. « Hello, nous sommes à la recherche d'individus extrêmement intelligents. Afin de les trouver, nous avons créé un test. Il y a un message caché derrière cette image. Trouvez-le et il vous aidera à nous trouver. Nous avons bien hâte de rencontrer les quelques-uns qui arriveront à la ligne d'arrivée. Bonne chance. 3301. » Le texte est vraiment assez simple, comme tu dis. C'est une fonte là très très basique sur un fond noir, une image presque d'un carré, un carré parfait. Et c'est posté comme ça directement sur 4chan, sur le board X. Tu l'as dit plus tôt, sur le board X, on discute de phénomènes paranormaux, de fantômes, de trucs un peu étranges. Ça pourrait être un bon board pour les fans de Distorsion, en fait. Mais à cette époque-là, en 2012, 4chan, c'est pas tellement grand public, malgré le fait que ce soit populaire au sein de la culture geek. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu pourrais nous décrire un peu là, de 4chan, Seb? Oui, pour les gens qui l'ignorent, en fait, 4chan a été lancé le 1er octobre 2003, donc ça date quand même dans les, pas les débuts d'Internet, mais quand même je vous dirais, dans les premières sphères, là, je vous dirais, d'Internet. À la base, c'est un Américain qui a copié sur un concept qui s'appelle 2channel, qui est un autre forum, en fait, mais japonais, qui est plus spécialisé en manga et en images. En animé, exactement. Et il a copié un peu le concept qui a appelé 4chan, et à la base, lui, c'était un peu son intention, là, que ça soit un board spécialisé en images japonaises, là, des mangas, des trucs comme ça. Mais finalement, vu que c'était un forum de discussion, mais les gens se sont mis à créer différentes catégories, et donc on pouvait poster des trucs, et c'est devenu super populaire dans toutes sortes de domaines. Oui. Mais la force
la force de 4chan, c'est que tu es anonyme, en fait, sur le site, et tu peux donner une durée de vie à tes publications. Donc, souvent, il y a des choses qui ne restent pas très, très longtemps dans le temps, ce qui peut être intéressant, si on veut, pour certaines discussions ou certains énigmes ou mystères qu'on peut y mettre. Et en fait, selon Wikipédia, ça serait le père des mimes ou les mémés en français. Ouais. Ces images-là qui ont toujours un rapport culturel, puis qu'on replace dans un contexte, puis qu'on met des phrases drôles qu'on voit circuler partout sur Internet. Donc, ça serait sur 4chan que les mimes sont apparus pour la première fois. C'est un peu... ça reste dans le web de surface, évidemment, 4chan, mais... on creuse quand même là, dans les bas-fonds du web quand on tombe là-dedans. On peut facilement se perdre dans des sujets. On peut trouver des trucs pas trop sains d'esprit aussi. Là, ça peut être assez, c'est pas tellement safe for work là, 4chan. Faut quand même se méfier. Il y a eu beaucoup de controverses liées à ce site-là dans le passé. Il y a des histoires de pédophilie aussi, même des histoires de contrats de quelqu'un qui met un prix sur une tête là pour essayer de trouver des mercenaires ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu dans les bas-fonds du web de surface. Oui, de surface, exact, parce que l'autre particularité, c'est justement, il y a aucune modération. Donc, c'est le free for all, là. Imaginez les sites de nos journaux québécois sans modération. Donc, appliquer ça à un site web dans tous les types de catégories, un site qui est appliqué à la planète. Donc, c'est vrai que c'est à vos risques et périls. Et ils ont toujours gardé leur vieille interface, on dirait de 2003. Ça a jamais changé. Ça a jamais changé. Je vous dirais que je trouve que même l'expérience sur mobile est plus agréable que sur un ordinateur. C'est difficile à naviguer, c'est des vieilles couleurs, des vieilles fonds, des petites fontes, c'est vraiment du vieux web. Je vous dirais que même que l'expérience utilisateur est pas si agréable que ça. Ça se rapproche de Reddit un peu dans un sens. Un petit peu. Là, mais Reddit s'est modernisé. Oui, exactement. Donc, ce post-là, évidemment, sur 4chan devient assez viral. On parle évidemment de l'image où il y a un texte écrit en blanc sur fond noir et les internautes se mettent tout de suite à commencer à décrypter le message. Très rapidement, on fouille dans le code source de l'image postée. C'est une des premières choses à faire, évidemment, quand on essaie de résoudre un puzzle là-dessus. La première chose qu'on regarde, surtout si tu es un auditeur de distorsion, c'est les métadatas. Donc, via une image qui est postée sur le web, il y a pas seulement l'image qui est storée dans le fichier, il y a plein de choses comme la date de création, le format et tout ça. Et dans ce code source-là, on y trouve un genre d'écriteau là qui semble être un peu à la romain, où on retrouve, je vous lirai pas tout là, parce qu'on va tomber dans plusieurs codes un peu abstraits parfois, mais on y trouve un texte écrit en romain en majuscule, où on peut y lire entre autres César, le nom du fameux César. Et puis, on voit un peu ce qui peut s'apparenter à du code HTML d'une certaine façon, avec des lettres, une alternance de lettres, de chiffres et tout ça, avec des brackets. Des brackets. Ouais, exactement, des brackets et tout ça. Donc, ça fait penser un peu à du code qu'on peut retrouver dans une page web. Et à partir de ce moment-là, les internautes trouvent rapidement, grâce au mot César qui est inscrit dans ce code-là, qu'il peut s'agir du chiffre de César. Le chiffre de César, en fait, c'est un alphabet décalé qui était évidemment un code utilisé par Jules César, où il faut décaler, à l'origine, c'était de 3 lettres vers la droite ou vers la gauche. Et puis, à ce moment-là, on tombe dans les bases de la cryptographie. Donc, c'est peut-être... justement la première étape un peu débutante pour le puzzle de Cicada pour son premier puzzle, ça semble quand même être simple quand même. Il faut quand même arriver à cette déduction-là, mais la résoudre, c'est vrai que cette première énigme-là est quand même simple à résoudre. En utilisant le chiffre de César, tout ce genre de petit code-là nous amène à une adresse URL, donc à un site web où on retrouve une image avec cette image-là est un peu drôle, là, surtout si on la compare à tout ce qu'on va voir aussi de Cicada, mais c'est une image qui est cette fois en couleur où on voit un petit canard là en genre de bois ou de plastique, et là-dessus c'est un peu une image qui semble nous dire que vous avez fait erreur, vous ne trouvez pas sur le bon site. Il y a un texte qui est décrit sur le côté. Et il est inscrit là-dessus, je vais vous le lire en anglais parce que c'est pas très compliqué. Looks like you can't guess how to get the message out. Donc là-dessus, on va porter attention aux deux mots qui sont guess et qui sont out. À tout d'abord, les gens sont un peu confus par cette image. Ils pensent qu'ils ont fait fausse route lors du premier puzzle.
Puis, les internautes supposent qu'il faut utiliser sans doute un autre logiciel pour décrypter tout ça. Et justement, je vous ai parlé des deux mots, le guess et out, dans le puzzle. Et il y a justement un logiciel qui se nomme OutGuess qui permet de cacher des messages derrière des images. On utilise ça parfois justement pour des puzzles de moins grande envergure sur le web. Lorsque c'est passé dans le logiciel, le tout mène à un lien qui est envoyé sur Pastebin, qui est un autre site où on peut garder l'anonymat tout en postant des trucs là, du texte. Du texte, entre autres, oui. Et puis là-dessus, il y a les mots qui sont écrits, qui sont « Here is a book code ». Donc voici un code littéraire. « To find the book and more information, go to » avec une adresse qui amène à Reddit. Et sur cette page qui est non titrée, on retrouve beaucoup de sujets qui sont postés, mais on distingue pas grand-chose parce que les sujets, c'est souvent un ensemble de lettres encryptées ou quelque chose comme ça. Malgré tout ce fouillis de messages et de sujets sur Reddit qui sont difficilement déchiffrables, on trouve deux images. Le premier, on va l'appeler Welcome, qui est un peu un tapis d'entrée là, qu'on retrouve au bas des portes des maisons. Et qui, lorsque on poste cette image-là dans OutGuess, le même logiciel de tout à l'heure, on va pouvoir y lire « À partir de maintenant, nous allons signer d'une manière cryptographique tous nos messages avec cette clé PGP qui est disponible sur les serveurs du MIT. » Donc, c'est une façon pour les gens de l'organisation de Cicada d'authentifier leur signature afin qu'il n'y ait pas de fausses rumeurs ou de fausses informations qui y circulent. On dit à la fin du message « Patience is a virtue, good luck » et c'est signé 3301 qui sera un peu la façon typique de l'organisation de signer tous ces messages. Qu'est-ce que c'est en fait la signature PGP? PGP, ça veut dire Pretty Good Privacy, donc une assez bonne confidentialité. En fait, c'est une technologie de chiffrement cryptographique qui a été développée aux États-Unis en 1991, donc ça fait quand même un certain temps, par un Américain qui s'appelait Philip Zimmerman. Et en fait, la technologie, elle s'assure, elle te propose de garantir ta confidentialité, donc entre la personne qui envoie et celle qui reçoit le message. Donc, c'est de la cryptographie asymétrique. C'est un peu ce qu'on utilise partout dans tout type d'encryption. Par contre, ce que tu parlais tantôt du chiffre de César, ça, c'est de la cryptographie symétrique. En fait, c'est que tu n'as pas besoin celui qui envoie et celui qui reçoit une clé différente. Tu as seulement besoin d'une seule clé. Donc, un peu un chiffrement, en fait, c'est un algorithme. C'est pas juste nécessairement une séquence de chiffres et de lettres. C'est une manière de décomposer de l'information pour te donner accès à. Donc, un peu avec le chiffre de César, comme tu disais, de se décaler de 3 ou de 3, ben ça, c'est une clé. En fait, donc c'est une clé qui est symétrique, qui permet à n'importe qui a cette clé-là de trouver le message. Donc voilà pour la technologie PGP. Je vous dirais que dans tout ce que vous utilisez actuellement qui encrypte ou décrypte les messages, c'est très présent. C'est assez universel. Oui, exact. La deuxième image, celle-ci, est nommée Problems. On y voit une série de lampions un peu distorsionnés. Une fois que c'est passé dans le logiciel OutGuess, on peut y lire « The key has always been right in front of your eyes ». Donc, la clé a toujours été juste devant vos yeux. Il ne s'agit pas de la quête pour le Saint Graal, je continue de vous traduire. Cessez de rendre la chose plus difficile que ce qu'elle en est réellement. Et on dit encore une fois, good luck, et on signe 3301. Il y a toutefois une bannière sur le channel Reddit. Je sais pas si tu es allé faire un tour, Seb. Oui. Et on y retrouve plusieurs petits symboles. C'est pas trop clair. On se rend compte qu'avec la recherche, que c'est des petits symboles Maya. Si je l'ouvre à l'instant même, donc la fameuse page Reddit, le nom de la page est titré A2E7J6IC78H0 et J. Donc, il y a 13 chiffres et lettres, là, tout mélangés, qui constituent le titre de la page. Et la fameuse bannière, on retrouve le bleu, le Reddit, là, le bleu pâle, en guise de couleur de fond. Puis, c'est des petites lignes avec des petits points au-dessus de chacune des lignes. Donc, ça fait penser parfois à une partition musicale, mais on se rend compte que c'est des petits symboles Maya. Et puis, lorsqu'on combine tout ça et qu'on déchiffre ces chiffres-là, on trouve une autre séquence, en fait, de 13 chiffres. Il y a le même nombre de lettres que de petits codes Maya. Donc, on suppose qu'on a
un alphabet complet. Et il est donc possible de les faire correspondre puis d'en tirer une ligne de chiffres à partir d'une cryptographie très simple là, de type A égale 0, donc la lettre A égale le chiffre 0, B égale 1 et ainsi de suite. On en tire un mot obscur qui est une série de lettres. Mais c'est mentionné plutôt que ce code-là, c'est un book code ou encore un code littéraire. Qu'est-ce que c'est un code littéraire? En fait, ça représente, vous avez le premier chiffre qui représente la ligne de texte et le deuxième chiffre qui représente un mot. Donc, on découvre que ce code-là, il réfère à un écrit du roi Arthur. Et une fois qu'on l'a traduit, ça donne ceci. Call us at us telephone number 214-3909-608. Donc, c'est la première fois qu'il y a un indice qui sort de 4chan, si on veut, ou d'Internet en général. On a un numéro de téléphone. Donc, un peu pour expliquer ce que, en ajouter un peu, on a mis le texte du roi Arthur dans une genre de grille où chaque ligne de texte est indiquée d'un chiffre. Et puis après, on a divisé le texte, on a enlevé toute la ponctuation, toutes ces choses-là. Puis on a appliqué via le code littéraire la règle de chiffres qu'on a trouvé plus tôt. Donc on espère que vous nous suivez là-dedans. Là, c'est pas toujours facile de décrire en audio toutes les codes qui ont été postés sur Reddit et un peu partout. Donc on retrouve un numéro de téléphone où il est possible d'appeler. Et puis, il y a certaines personnes rendues là, il n'y a pas non plus une tonne de gens qui se sont rendus aussi loin dans le puzzle. Donc, ce qu'on apprend via ce téléphone-là, lorsqu'on appelle, il y a une genre de voix là, qui nous récite un message, une voix qui a l'air un peu là, automatique, là, comme on peut retrouver sur certains sites web. On nous dit très bien, vous avez très bien fait. Il y a 3 chiffres premiers associés avec l'image originale de Cicada. 3301 est un de ces chiffres. Tu dois maintenant trouver les 2 prochains. Multiplier les 3 chiffres ensemble et ajouter un .com pour trouver les prochaines étapes. Bonne chance, adieu. Donc, on fait référence à la première image. On se rappelle de l'image qui était en carré avec le texte écrit blanc sur noir. Et cette image-là, évidemment, c'est l'image, elle contient le chiffre 3301, qui est un chiffre premier pour nous rappeler nos maths d'école primaire, sans doute. C'est un chiffre qui ne peut que se diviser par 1, n'est-ce pas? Et par lui-même. Et par lui-même, évidemment. Déjà, ce message-là était signé le 3301, qui est un nombre premier, et on doit trouver quels sont les 2 autres chiffres premiers que cette image contient, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Seb, quand on veut analyser une image? On analyse ses métadatas, comme on a vu justement dans l'épisode de Rocco Magnotta. Juste un petit rappel, une métadata, c'est une donnée sur une donnée. Donc, à l'intérieur de l'image, on a une donnée sur l'image. Donc, on peut y intégrer à peu près n'importe quoi. Dans ce cas-ci, c'est assez basique. Les internautes font plusieurs recherches autour de l'image et une des premières choses que tu vois, c'est la dimension de l'image. Donc, quand on analyse des métadatas, c'est une des choses les plus simples qu'on peut trouver. Et dans ce cas-ci, on parle d'une image on a dit que c'était presque un carré. Elle est de 509 pixels par 503. Donc, presque un carré parfait. Et puis, ces 2 chiffres-là, eh bien, c'est des nombres premiers. Donc, on fait 1 plus 1 plus 1 et ça donne 3. Donc, on a le chiffre de 3301, on a le chiffre 509 et le chiffre 503. Les internautes vont multiplier tout cela ensemble et ajouter un .com comme le texte l'indiquait. Et à ce moment-là, eh bien, tout l'Internet s'excite parce qu'on arrive à un site web où on retrouve une image d'un cicada. Puis je crois que c'est sans doute le bon moment de vous expliquer c'est quoi au juste un cicada. Le cicada, c'est un insecte, en fait, qui s'apparente à une grosse mouche. Oui. Qui est surtout présente en Australie. Mais globalement, c'est une cigale, en fait, si on veut résumer la chose. Ce qui est intéressant des cicadas, en fait, parce que c'est intriguant pourquoi avoir choisi ce nom-là d'énigme, puis ils ont toujours un peu... c'est que les cigales, ils communiquent dans un langage codé, elles aussi. Donc, on comprend depuis le début, toutes nos communications sont encryptées. Donc, la nuit seule... Puis en plus, les cicadas, je savais pas ça, la nuit, elles communiquent seulement la nuit pour ne pas se faire entendre par leurs prédateurs. Donc, sont quand même assez intelligentes.
Puis aussi, un truc intéressant par rapport à ces insectes-là, c'est que certaines espèces vont disparaître pendant des années, puis réapparaître soudainement. Donc, c'est assez étrange, un peu comme le puzzle. On le sait, le puzzle de cicada, et il s'éteint pendant plusieurs mois, puis il revient une année suivante. C'est un peu la même chose qui arrive avec ces insectes-là. Et la stratégie derrière ça, c'est assez hallucinant, c'est d'affamer leurs prédateurs sur de longues durées. Donc, quand ils reviennent après quelques années, il y a moins de prédateurs, ou les prédateurs sont morts, et puis eux, avec une stratégie de groupe, ils peuvent se nourrir. Donc, c'est un plan un peu long terme, mais on comprend un peu mieux pourquoi ils ont choisi cet insecte-là pour en guise de logo. Donc, c'est un logo. C'est le logo qui va distinguer l'énigme Cicada 3301 sur le web. On parle de justement une genre de mouche avec les ailes déployées. Dans ce cas-ci, c'est une image en noir sur un fond blanc. Aussi, on retrouve d'autres choses sur ce site web. Évidemment, lorsqu'on analyse l'image, on retrouve 3 lignes de texte. « You have done well to come this far ». Donc, vous vous êtes bien débrouillé pour vous rendre jusqu'ici. La patience est une vertu. Revenez ici à 17h le lundi, le 9 janvier 2012. Donc, on a carrément un rendez-vous où se rendre après, en fait, dans ce cas-ci, c'est quelques jours après la découverte de ce site-là. À l'heure du rendez-vous, donc 17h lundi le 9 janvier 2012, sur le site web, il y a une liste qui est postée avec plein de coordonnées GPS, en fait, qui représentent diverses villes. Il y en a 14 coordonnées GPS, donc des villes en Californie, en Australie, en Arkansas, en Hawaï, en Floride, Nouvelle-Orléans, Paris, etc. Il y en a vraiment dans 14 endroits différents dans le monde. Il y en a même en Corée du Sud puis en Pologne. Oui, c'est quand même assez impressionnant parce que dites-vous que ces endroits-là, on peut pas les faire rapidement, du moins même par un moyen de transport, là, tous en même temps, tous synchronisés. À partir de ce moment-là, on se doute que l'organisation est plus grande que ce qu'on pense. Ouais. Il y avait toujours des doutes à savoir est-ce que c'est juste 2-3 geeks dans le sous-sol de leurs parents qui font tout ça. Mm-hmm. Et là, on se demande qu'est-ce qui peut bien se passer à ces 3 endroits précisément. La communauté va s'organiser entre elles pour découvrir les indices qui sont laissés dans ces lieux-là. Les gens vont s'organiser entre autres via MIRC, bon, qui est un vieux site web / logiciel de discussion. La raison pour laquelle ils vont là-dessus, c'est qu'ils veulent pas trop ébruiter la chose. Donc, ils veulent pas discuter de ça publiquement sur Reddit ou sur Twitter, par exemple. Qui est indexé par les moteurs de recherche. Oui, exactement. Sur MIRC, c'est un canal de communication, il n'y a aucune indexation. Donc, on laisse pas vraiment de traces malgré certaines traces. Parce que on se rappelle que c'est peut-être une course au recrutement aussi. Donc, il y a un aspect compétitif qui est non négligeable. Et puis, à partir de ce moment-là aussi, les médias du monde vont être ébruités de la nouvelle. Il y a plusieurs sites web qui couvrent les technologies, qui couvrent les nouvelles Internet, qui vont s'attarder au sujet. Il y a même des magazines comme Rolling Stone qui vont faire des histoires là-dessus. Donc, ça devient assez big. En se rendant aux différents endroits où il y avait les coordonnées GPS, en fait, à chaque coordonnée GPS, il y avait sur un poteau de téléphone, il y avait une affiche, un papier blanc, là, comme on voit, là, que quelqu'un qui recherche, avec le logo de Cicada, là, le genre de papillon-mouche cigale, et ensuite, il y a un code QR qui est écrit. Et quand on scanne ce code QR-là, ça nous amène sur un site web. Un code QR, ça nous amène généralement vers un site web. Oui. Et il y a un message qui est indiqué sur le site web. In 29 volumes, knowledge was once contained. How many lines of the code remain when the Mabinogion pose? Go that far in from the beginning and find my first name. Et là, ensuite, on a des book codes ou des choses comme ça là, qui sont répertoriées, là, une série de temps, the product of the first to prime, etc. Donc, c'est le nouveau message qui est à décrypter. On retrouve une autre liste de chiffres justement qui sont indiqués avec justement des indications comme quoi à cette ligne-ci, ça doit être le produit des 2 premiers chiffres nombres premiers en fait. Et puis ça laisse sous-entendre que c'est un autre code littéraire comme on l'a vu plus tard avec le texte de Jules César. On retrouve aussi une mention à la fin de ce texte-là qui est très importante. Ça nous indique on nous dit en fait que vous avez trop partagé jusqu'à ce point. Nous voulons le meilleur et non les suiveux.
D'ailleurs, il y aura seulement quelques personnes qui vont recevoir le prix. Bonne chance, et c'est signé 3301 encore une fois. Donc, on fait un petit rappel comme quoi faut pas trop partager. Le crowdsourcing d'enquête, comme nous, on en a discuté plusieurs fois, c'est pas approprié dans ce cas-ci. On veut vraiment rechercher quelques individus seulement. Dans ce cas-ci, les internautes se sont mis ensemble parce que il y avait énormément d'espace à parcourir pour trouver les codes QR. Donc, c'était toujours via MIRC, on trouvait quelqu'un qui avait une connaissance en Corée, qui pouvait aller prendre une photo du poteau de téléphone. Même chose en Pologne, même chose dans les différents États américains. Donc, c'était vraiment une initiative de groupe, si on veut. On retrouve aussi un autre texte où on explique, où on nous dit « A poem of fading death, named for a king, meant to be read only once and vanish. Alas, it could not remain unseen. » Ça, c'est ce que le code littéraire nous envoie, en fait. Le premier texte que Seb nous a parlé tout à l'heure avec les 29 volumes, on se rend compte que ça réfère à l'Encyclopédie Britannica, et le second, ce que je viens de vous lire, à un poème qui se nomme Agrippa de William Gibson. Donc, 2 œuvres littéraires qui est nécessaire de connaître pour aller plus loin dans la course aux indices. Lorsque le code est décodé, le code littéraire nous amène à partir de ces, évidemment, pour revenir un peu dans le temps, tout ça nous a donné une liste de chiffres avec des chiffres premiers, des choses comme ça. Ça nous renvoie à 2 œuvres littéraires, une qui est tirée de l'Encyclopédie Britannica, l'autre qui est d'un poème de William Gibson. On applique les chiffres du code littéraire, ça nous donne certains mots dans certaines lignes, et tout ça nous donne au final un site web qui est de type Onion, donc qui est accessible, un site web du dark web qui est accessible avec le browser Tor dont on vous a parlé à maintes reprises ici à Distorsion. C'est un browser, un navigateur qui nous permet de naviguer en tout anonymat, puis de pouvoir aller sur les sites .onion. Et c'est à partir de là que l'histoire de Cicada va se dérouler un petit peu plus vers le dark web. Lorsqu'on accède à cette page .onion, on y trouve un message de félicitations. On nous dit, s'il vous plaît, créez-vous une nouvelle adresse email à l'aide d'un service gratuit et public, une adresse que vous n'avez jamais utilisée auparavant, et entrez-la juste ici-bas. On vous recommande de faire cela lorsque vous utilisez toujours Tor pour votre anonymat. À partir de ce moment-là, en fait, l'internaute va recevoir un code via email qui va appliquer au site web où il est déjà, là, comme si c'était une sous-page avec une barre oblique, et puis il va accéder donc à une nouvelle adresse. Il y a seulement quelques internautes qui se sont rendus à cette étape-là. Par contre, certains ont causé des fuites. Donc, certains, ont posté sur différents forums les emails qu'ils ont reçus de Cicada. Donc, la chose commence à s'ébruiter puis qu'on sait que les gens de Cicada surveillent tout et qu'ils ne veulent pas de collaboration. Et à ce moment-là, ils ont retiré la page web. Un peu plus tard, en 2012, ils vont réactiver la page, ils vont exiger que les internautes se réauthentifient. C'est ce qu'on va appeler le puzzle de la deuxième chance dans l'histoire de Cicada. Donc, ils vont permettre à une nouvelle vague de gens de rejoindre cette page-là alors que c'était bloqué après la fuite. Et à partir de ce moment-là, on va appeler ça les défis par courriel parce qu'il y a une correspondance qui va se jouer entre l'organisation et entre les internautes. Ce qui est intéressant de ce défi-là, tu vois qu'ils ont amélioré leur technique de recrutement au fur et à mesure, dans le fond, parce que j'ai l'impression qu'il y avait peut-être pas pensé que ça avait décliné en autant de crowdsourcing. Je suis pas sûr que tout ça était planifié à l'avance et tu vois qu'ils ont réajusté le tir pour vraiment arriver à leur fin. Je trouve ça vraiment intéressant. Serions défi par courriel. Il y a plusieurs courriels qui ont été envoyés ou quelques-uns qui se sont rendus jusque-là avec différentes énigmes des étapes, avec chacun un code individuel. Il est clair là qu'il y a vraiment très peu d'entre eux là, qui se sont rendus jusque-là, on s'entend. Là. Ensuite, il y a un puzzle qui est envoyé sur une séquence MIDI. En fait, c'est une séquence MIDI, c'est une séquence musicale. Là. Je pense que c'est un des plus vieux formats musicaux existants, où chaque note correspond à une lettre. L'étape suivante, en fait, sera un autre défi de décryptage où ce que les participants vont devoir eux-mêmes mettre leur clé PGP sur justement le serveur de MIT, parce que le serveur de MIT fournit des clés PGP là, quand vous en avez besoin. Et lorsque vous la mettez là-dessus, il va vous renvoyer un message encrypté. Les quelques-uns qui ont réussi tout ce processus-là ont reçu un courriel unique, mais lui aussi il a fuité sur le web. Ce courriel-là commence en nous disant « Ne partagez pas cette information ».
Là, je vais vous le résumer, il est quand même assez long en fait. Bon, c'est pas nécessairement toutes les parties qui sont pertinentes, je dirais, mais on y retrouve quand même certaines informations qui nous en disent un peu plus long sur cette organisation. On nous dit félicitations, votre mois de test a abouti à une fin. Et parmi les milliers qui ont tenté de résoudre cette énigme, seulement certains d'entre vous ont réussi. Il y a une seule dernière étape au puzzle et dans ce cas-ci, il n'y aura pas de code ni de secret. Ce test-là, en gros, c'est le test de l'honnêteté et c'est à ce moment-là qu'on va savoir si vous pouvez continuer à avancer avec nous. Donc là, il y a certaines informations. On nous dit que nous sommes un groupe international qui n'a pas de nom, qui n'a pas de symbole, il n'y a pas de membership. Nous avons pas de gens qui sont permanents dans le groupe. C'est une organisation qui n'a pas de site web public. Nous ne faisons pas de promotion de nous-mêmes et nous avons prouvé à chacun de nous que que nous avons réussi à rejoindre l'organisation via le même processus que vous, via le même processus de test. On nous dit que justement c'est un groupe qui est énormément contrarié par tout ce qui est tyrannie et oppression de toutes sortes et qu'on doit terminer tout ce qui est la censure et que le droit à la vie privée est un droit inaliénable, si on veut. Donc, ça semble être un groupe quand même assez activiste. On nous dit que ce n'est pas un groupe de hackers, ni un groupe de Juarez. Ça nous ramène là dans le temps. Ça. Oui, exactement. Ce n'est pas un groupe qui s'engage dans des activités illégales. On nous dit que, pour continuer, on doit répondre aux 3 questions suivantes. La première question nous dit, croyez-vous que chaque humain a le droit à la vie privée et à l'anonymat et que c'est dans ses droits d'utiliser des outils qui lui permettent de maintenir cette vie privée et cet anonymat? Donc, c'est la première question. On nous dit la deuxième question, est-ce que vous croyez que toute information devrait être gratuite? Et la troisième question, c'est, croyez-vous que la censure porte dommage à l'humanité, en gros? Et on nous dit, on a bien hâte de recevoir vos réponses et c'est signé le 3301, encore une fois. Les internautes qui ont reçu ce message sont depuis disparus du web. Ils ont laissé aucune trace supplémentaire, comme s'ils avaient rejoint justement l'organisation, puis à partir de ce moment-là, on peut pas vraiment les découvrir. C'est difficile à partir de ce moment-là d'avoir plus de documentation, si on veut, même pour nous, pour faire la recherche. Après 1 mois sans aucune nouvelle de Cicada, il y a un message qui est intitulé Valete, qui est posté sur la fameuse page Reddit à numéro. Valete, ça veut dire adieu en latin. On nous dit Hello, nous avons maintenant trouvé les individus que nous cherchions. Cette aventure d'une durée d'1 mois prend maintenant fin, mais jusqu'à maintenant. On nous dit merci pour votre dévotion et pour vos efforts. Si vous n'avez pas été en mesure de compléter le test ou n'avez pas reçu de email, ne désespérez pas. Il y aura plus d'opportunités comme celle-ci dans le futur. Merci à tous et c'est signé de 3301. C'est ce qui met fin au puzzle initial de Cicada, donc ce qui s'est déroulé en 2012. Mais ça s'est pas arrêté là. Il y a eu plusieurs autres indices dévoilés au fil des années. On fera pas le tour de toutes les années parce que c'est énormément d'informations dans un épisode de Distorsion. On vous laissera quelques liens et puis vous irez voir pour mener l'enquête. Mais on va quand même vous résumer quelques autres types d'indices qui ont refait surface. Justement, pour revenir à ce que tu disais, il y a des années qu'il n'y en a eu aucune, un peu comme justement la Cicada, qui disparaissait de la map quelques années. Il applique vraiment ce modèle-là, même au niveau des indices. En 2013, par contre, vraiment, 366 jours plus tard, c'est là qu'il y a eu la deuxième vague d'indices, le 5 janvier 2013. Pour vous rappeler, c'était le 4 janvier 2012. Donc, pratiquement 1 an plus tard, encore une fois, sur 4chan, il y a une image qui est apparue, mais cette fois-ci, elle a été publiée sur 2 boards différents, le X et sur un autre, là, qui est un peu dans les mêmes variantes, et avec un décalage aussi dans les heures. Et le titre, juste pour vous le dire, Hello Again. Notre recherche pour les individus intelligents continue. Le premier indice sera caché dans cette image. Trouvez-le et il va vous mener vers la route pour nous trouver. Nous avons bien hâte de vous rencontrer pour le peu de gens qui vont réussir à parcourir le défi. Good luck, 3301, comme à l'habitude. Ensuite, dans l'image, c'est un peu le même processus. Là, on a un autre message là, qui nous dit Welcome again, blablabla. Bla, bla, et on a toujours des trucs à trouver par rapport à des références à des livres. Là. De la cryptographie des livres, là, dans le fond, la cryptographie littéraire. C'est un peu le même modus operandi. Là. On commence avec une image avec sensiblement les mêmes indices, le même
même texte et on tombe un peu dans le même univers. Là, dans ce cas-ci, je pense que on va aussi analyser des œuvres d'art, des œuvres de peintres et ça va aller un peu plus loin dans tous ces domaines-là. Oui, non, exactement. Ça va nous amener, ça va plus loin là, vers un lien Dropbox pour télécharger un fichier ISO qu'il faut installer sur son ordi. Je trouvais que les défis de l'année 2013 étaient encore beaucoup plus complexes que la première année. J'ai quand même des connaissances en informatique, mais je n'arriverai jamais à résoudre tout ça. Donc, au bout du compte, là, ça continue. Un peu comme la première année. La dernière étape, il y avait des coordonnées GPS encore une fois qui nous amenaient à différents posters. Cette fois-ci, sur les posters, il y avait un numéro de téléphone. Et chacun des numéros de téléphone se terminait soit par 3301 ou 1033. En fait, qui est un autre, qui est un peu l'inverse, là, qui est l'inverse de 3301. Mais par contre, rendu à cette étape-là, des numéros de téléphone, il y a plus rien. On n'a pas d'informations. On n'a pas le contenu du message ou de la boîte vocale du numéro de téléphone. Il n'y a aucune autre information qui est sortie pour cette année-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont recruté des gens? Finalement, ils n'ont pas voulu ébruiter la chose. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui aurait repris le concept et vouloir... C'est un petit peu nébuleux à partir de cette année-là, justement. Oui, exactement. Faut se dire aussi qu'à la fin de ces grands puzzles-là, il n'y a pas non plus des milliers de gens qui se rendent jusqu'à la fin. C'est souvent un petit groupe de gens là, très restreint, là, peut-être des dizaines de personnes qui se rendent jusqu'à cette étape-là d'appeler les numéros de téléphone et tout ça. Puis à savoir, est-ce que ces gens-là, par la suite, vont tout documenter sur le net? C'est pas dit. Là. Surtout que Cicada doit être encore plus prudent. Si c'est une vraie organisation, doit être plus prudent lorsqu'ils recrutent les gens. Ils doivent, je suis certain qu'ils doivent peut-être un petit peu plus coercitifs sur leurs règles et ne rien diffuser sous peine d'être exclu du groupe. Là. En 2014, il semblerait que c'est pas trop clair en fait s'il y a eu un défi, mais il y a eu encore une fois une publication. C'est le compte Twitter de Cicada. Imaginez-vous qu'ils ont un compte Twitter, mais le nom de leur compte, c'est pas aussi clair que ça. Là, c'est une longue série de chiffres et ce compte-là publie une image qui contient le début d'un nouveau défi annuel. Donc, au lieu de passer par 4chan, cette fois-ci, ils sont passés par Twitter pour diffuser leur image. On voit quand même un changement, disons, initial par rapport à ça. Par contre, on n'a pas tellement de détails de ce qui suit pour l'année 2014. Non, pas de détails sur 2014, 2015, on a presque rien. En fait, 2015, il n'y en a pas eu. 2016, ça varie selon les sources. Il y a comme un genre de Wikipédia, si on veut, officiel de Cicada, puis il n'y a aucune trace, même pour 2016 non plus. C'est comme si ça n'avait pas existé. En 2017, si on retourne à cette année, en début d'année, parce qu'on le sait, ils ont toujours l'habitude de publier leurs trucs autour du 4 ou 5 janvier. Il n'y avait rien cette année non plus. Par contre, même le compte Twitter de Cicada n'existe plus actuellement, mais le 29 avril 2017, il y a un nouveau message encrypté là, avec PGP qui a été retrouvé sur Pastebin, là, le site d'échange de texte. Beware false path. Donc, soyez méfiants des fausses routes. On vérifie toujours les signatures avec la signature PGP puis là, il nous donne une série de lettres et de chiffres qui est la clé pour pouvoir décrypter le message et c'est signé 3301. Selon, même il y a eu certaines analyses, là, cette clé d'encryption-là a été même publiée, même créée en fait au début, plus autour du 4 ou 5 avril, là, selon le fuseau horaire, donc ça a été créé plus en fin de journée, donc un petit peu avant. Plusieurs jours avant même sa publication sur Pastebin. À partir de là, il n'y a plus aucune autre trace, il n'y a rien de vraiment documenté pour cette année. Il n'y a pas de suite à ce message-là. On n'a pas d'indice vraiment où aller. On a juste vraiment une clé que si on tombe sur quelque chose, il faut utiliser cette clé-là pour aller plus loin. Il n'y a aucune autre trace. Exactement. C'est un peu mystérieux. Ce qu'on nous rappelle encore une fois, c'est le rappel de sécurité, comme quoi il faut simplement faire confiance à ce qui provient de cette signature-là. Parce qu'on le sait, il y a eu plusieurs fausses informations aussi qui ont circulé autour de Cicada. Il y a plusieurs faux messages qui ont été postés sur Reddit, sur 4chan, pour brouiller les pistes ou de gens qui ont essayé d'attirer les internautes vers des fausses pistes. Et puis, ça a vraiment fâché l'organisation. Et depuis ce temps-là, pas de
Pas de réponse, en fait. Il y a toujours des gens, écoutez, je suis allé sur le site, sur la page Reddit de Cicada cette semaine, et nous étions 5 live sur la page, donc avec quelques personnes. On n'était pas des milliers comme sur d'autres pages beaucoup plus populaires, mais il y a encore de l'activité. Oui. Les journaux ont continué, je dis les journaux, les sites web, je dirais, ont continué à couvrir l'histoire, même cette année, lorsqu'ils ont posté en avril leur fameuse mise en garde sur la signature PGP. Il y a eu des articles qui sont sortis pour dire est-ce que Cicada serait de retour. Reddit s'est enflammé encore une fois, 4chan aussi. Donc, tout laisse à croire que l'organisation serait encore active. Est-ce qu'ils recrutent activement en ce moment? On le sait pas. Puis il y a plusieurs sources qui se contredisent. Nous, on a fait l'exercice d'en trouver le plus possible, mais aussi de filtrer là-dedans, là, parce qu'on est tombé aussi souvent sur des fausses nouvelles puis sur des choses qui a pas vraiment de preuves derrière. Justement, dans nos recherches, il y a eu quelque chose qui était assez intriguant qu'on a mis la main, en fait, puis ça s'est passé durant la deuxième année, si vous voulez, en 2013. Quelques jours auparavant, il y a un utilisateur qui a publié sur 4chan une longue lettre, en fait sur Pacebean, une longue lettre, si on veut, puis ça s'appelait Warning, quelque chose comme ça, qui est en lien avec Cicada. Je vous la résume, elle est quand même assez longue. Oui, c'est un long texte en plusieurs pages. Oui, quand même. Et la personne, on sait pas c'est qui, puis même au départ, elle nous le dit qu'elle a encrypté son message elle-même pour que Cicada puisse retrouver la source, la provenance de tout ça. Elle a utilisé tout ce qu'il fallait pour être anonyme. Elle s'excuse aussi de son anglais qui est peut-être boiteux. Je l'ai pas trouvé si boiteux, mais bref. La lettre de l'homme, en fait, en question, qui aurait appartenu à l'organisation de Cicada nous dit ceci. J'ai fait partie de l'organisation Cicada 3301 depuis plus d'une décennie. Je vous recommande pas d'aller dans cette organisation-là. C'est une organisation dangereuse malgré ses objectifs qui sont louables. Là, il nous dit que, en fait, c'est pas vraiment une organisation, c'est plus un think tank. Que leur but premier, c'est vraiment de réfléchir, faire de la recherche et développement, puis un peu changer le monde, si on veut, sur différentes sphères, là, autant comme il parle aussi de la liberté d'expression, l'anonymat, etc. Lui, ce qu'il nous mentionne, en fait, c'est qu'il nous résume un peu c'est quoi Cicada, etc., en nous prouvant justement que c'est une grosse organisation, qui a quand même certains moyens et des ressources, disons, au niveau humain, pour arriver à être déployés, justement, là, les codes QR dans tous les pays, et qui sont bons dans différentes sphères. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous explique que lui, comment il a été recruté dans l'organisation, puis il disait que c'était un membre de l'armée à l'époque, et que son patron qu'il trouvait sympathique, puis il nous donne pas de détails sur quel département militaire, etc. Et qu'il l'a approché parce qu'il trouvait qu'il faisait bien son travail, puis c'était quelqu'un d'intelligent, puis au fil du temps, après plusieurs rencontres, il l'a amené à d'autres rencontres, justement comme un peu les chevaliers de colon ou des choses comme ça, si on veut. Et il a été intégré à l'organisation Cicada. Il donne pas vraiment de détails, mais lui, il nous dit que ça existe vraiment depuis longtemps. Il nous explique un peu au niveau des structures, je vous explique en fait, c'est que c'est pas justement au niveau seulement technologique comme on peut le croire actuellement, mais que ça couvre toutes les sphères, lui, qui nous dit de compétences, et qu'il y a des cellules réparties. C'est un système décentralisé, qu'il y a des cellules un peu partout dans le monde, mais qu'il y a, malgré tout, malgré qu'il n'y a pas de hiérarchie, il y a certaines cellules qui auraient plus de pouvoir que d'autres, et à l'intérieur des cellules, c'est une hiérarchie très militaire. Mais il donne pas vraiment plus de détails, et que chaque cellule est indépendante, et qu'ils peuvent même créer la zizanie entre les cellules pour tester des concepts qu'ils veulent amener, Fait que donc c'est quand même assez intriguant, et la véracité de cette lettre-là, selon plusieurs analyses, elle est quand même vraie, du moins plausible, que cette personne-là aurait pu faire partie de l'organisation de Cicada. Mais lui, il se méfie vraiment. Il nous, quand même, au bout du compte, il recommande vraiment de se méfier, parce qu'on peut pas vraiment en sortir facilement, un peu comme à la CIA. Là, on dit que quand tu rentres dans la CIA, tu peux plus jamais vraiment en ressortir. Donc c'est un peu son concern par rapport à ça. Je dois avouer que comment je pourrais dire? Je comprends son concern, mais je sais pas de quelle manière que ça peut être dangereux, outre le fait, tu sais, c'est pas, c'est ces références-là et ces nuances-là il fait souvent des références à la religion, mais on n'est pas capable d'extrapoler la vraie raison pour laquelle il faudrait s'éloigner de ça, puis on s'entend. Ben, selon moi, si c'est des gens qui sont
assez poussés dans le monde du hacking puis de l'anonymat et la vie privée, s'ils ont une mentalité un peu à la scientologie là, ou un peu comme tu disais là, où c'est difficile d'en sortir une fois que t'es entré, ça peut être assez dangereux là, d'avoir des gens comme ça qui te surveillent ou qui peuvent même, je sais pas moi, t'attaquer via l'internet. Oui, ou même dans la vraie vie là, effectivement. On connaît pas la portée d'une organisation comme ça. On l'a vu dans notre épisode sur Lake City Quiet Pills. Je sais pas si on a affaire au même type d'organisation, mais des fois ça peut aller un peu loin. Mais c'est assez intéressant cette lettre-là. C'est la première fois, surtout s'il dit que lui est dans l'organisation depuis plus de 10 ans, c'est la première fois que quelqu'un de cette organisation-là aurait fait une sortie publique. Donc ça a quand même une assez grande importance là, dans l'enquête des internautes. Oui, puis ça recule à loin, puis il nous précise vraiment que c'est pas, ça a aucun lien avec les gouvernements ou des organisations militaires, des universités ou quoi que ce soit là. Ça, c'est vraiment indépendant de ça. Puis plus on en parle, puis quand tu parles de Lake City Quiet Pills, qui nous dit que c'est peut-être pas Cicada qui est en arrière un peu de tout ça. Les technologies d'encryption étaient peut-être pas aussi évoluées, mais si on recule à l'époque de Cicada, c'était quand même quelque chose de technologique et brillant aussi, donc ça pourrait peut-être être une piste. Tout à fait. Sinon, la question se pose, est-ce qu'il y a des gens qui ont résolu le puzzle de Cicada? Et puis, en cherchant, on se rend compte que oui, en fait, il y a 2 personnes qui seraient passées au travers toutes ces étapes-là. On va en parler un peu parce qu'on est un peu, on a fait le tour de la chronologie des événements. On n'a pas beaucoup d'autres infos disponibles sur le web. On pourrait creuser plus dans les puzzles, mais on va vous laisser la joie de le faire si ça vous intéresse. Mais 2 personnes auraient apparemment craquer le puzzle, du moins que ce serait rendu jusqu'à la toute fin. Un de ceux-là, c'est Joel Eriksson, qui serait la première personne à avoir publiquement, du moins, résolu l'énigme. Lui, Joel Eriksson, il vient de la Suède, c'est un cryptographe de 34 ans, il travaille en recherche en cybersécurité. Eriksson explique que, en fait, lui, ce qui pensait être un petit challenge du dimanche, pour lui, c'est devenu l'énigme la plus importante de sa vie, auquel il a donné énormément de temps. Lui, en 3 semaines, il a tout fait, mais il a commencé un peu sur le tard. Donc, lui, il a tout fait les énigmes dont on a parlé, trouver les métadatas dans les images, appeler au numéro de téléphone qui était en passant localisé au Texas. Et lui, il a appelé là. Donc, il a aussi contacté des gens pour prendre en photo les codes QR dans les diverses villes où c'était situé. Donc, il a vraiment fait un gros travail. Et lorsqu'il est finalement arrivé à la fameuse page web qui t'explique que, bon, tu t'es rendu jusqu'à la fin, il a trouvé un message disant que les internautes avaient trop collaboré. On en a parlé tout à l'heure, le fameux message qui dit que, bon, vous avez trop collaboré, vous avez trop partagé, donc il était trop tard pour lui. Malgré le fait qu'il ait complété la grande majorité des puzzles en 2012, il n'a pas été accepté dans l'organisation, il n'a même pas eu accès au site web final où on te dit félicitations. Lui, ses hypothèses de son côté, ben parce que évidemment les gens ont fait des interviews avec lui, il a donné quelques interviews et puis évidemment les gens lui ont demandé oui mais qu'est-ce que tu crois que cette organisation là représente, et lui selon son hypothèse, il sait pas trop, mais en fait vu l'attention aux détails qui est portée dans tous les puzzles puis dans toutes les énigmes, il est clair que c'est un groupe de gens très intelligents, c'est de cette façon-là qu'il l'exprimait, étant donné les références par exemple à Aleister Crowley ou à William Gibson et autres œuvres littéraires, il serait surpris qu'il s'agisse d'une organisation gouvernementale. Aleister Crowley, c'était un sataniste qui a écrit des livres. Ozzy Osbourne en a parlé entre autres dans sa chanson, le Mr. Crowley. C'est de lui dont on parle. Et William Gibson, c'est un écrivain qui était très très noir, un peu lié à la culture steampunk, si on veut. Donc vu ces références-là, on a l'impression que c'est plus un groupe d'anarchistes qu'un groupe lié au gouvernement. Donc, c'est un peu son hypothèse par rapport à qui pourrait être ce groupe-là. Il est toujours un peu tiraillé dans le sens que ben c'est pas 3-4 nerds là qui mangent des Doritos dans le sous-sol de leurs parents, mais en même temps, on serait surpris que ce soit une organisation gouvernementale. Il y a un autre internaute qui a résolu l'énigme de Cicada, puis lui, il aurait même été jusqu'à
se rendre jusqu'au site officiel du groupe. Il y aurait même eu des conversations avec les leaders du groupe. Donc, c'est pas rien. Ce jeune homme-là est âgé de 16 ans. Il vient du nord-est américain. On sait pas trop de quelle ville, mais son nom sur Internet, c'est Technology. Donc, un genre de jeu de mots avec Technology. Et puis, lui, ce qu'il nous explique, c'est que en fait, il se serait rendu même plus loin que où est-ce que Ericsson s'est rendu. Comme on l'a dit, il aurait fait les mêmes puzzles en 2012 lui aussi, et c'est un journaliste de Fast Company qui lui aurait parlé via Skype. Le journaliste aurait même contre-vérifié plusieurs de ses infos personnelles. Il aurait appelé à l'école où il va pour s'assurer que c'est bien lui, tout ça. Donc, il y aurait une certaine investigation. Ouais. Oui, exactement, réalisée par le journaliste. Ce jeune-là nous explique qu'il est très compétitif. Donc, lui, il a pris ce challenge-là énormément au sérieux, puis que ce puzzle-là lui permettait de se distraire de ses travaux scolaires. Il avait 16 ans, donc... Incroyable, hein? Oui, c'est sûr qu'un jeune adolescent de 16 ans qui se retrouve potentiellement dans une organisation de gens qui sont sans doute beaucoup plus âgés, on sait pas trop, mais selon la lettre qu'on a vue plus tôt, ça semblait pas être une jeune organisation. Lui, Technology, il s'est fait introduire à Cicada par un ami en étudiant dans un cours de robotique. Rapidement, en fait, il s'est organisé avec d'autres membres de la communauté sur MIRC afin de créer des chat rooms et de faire la conversation avec des gens. Lui, il va faire tout le contraire que ce que l'organisation demande. Donc, il va tout de suite organiser un groupe de 12 personnes afin de vaincre l'énigme et puis de rassembler des gens qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Donc, lui, il se dit, je m'en fous s'ils veulent pas qu'on partage, je le fais quand même. Il a réussi plusieurs puzzles, mais en fait tous les puzzles qu'on a décrits auparavant, incluant toute la série de emails finaux et l'énigme en code MIDI. Au final, il a reçu une adresse sur le dark web où, avec Tor, il peut s'enregistrer avec l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Donc, il a reçu ces informations-là sur la fameuse boîte de courriel qu'il a dû créer vers la toute fin. Il indique que le site est un genre de forum de discussion avec des salles de chat, mais aussi un chat privé, donc on peut s'envoyer des messages. Il a vu une vingtaine d'utilisateurs, incluant certains de ses amis, certains de son groupe là, en ligne qu'il avait mis en place, mais aussi des membres qui y sont depuis très longtemps. Donc ça se concorde un peu avec la lettre qui a été publiée un petit peu auparavant. On y retrouve un guide pour les nouveaux utilisateurs, ainsi que des documents qui expliquent les buts de l'organisation. Les buts de l'organisation, les objectifs semblent tourner beaucoup autour de la crypto-sécurité. Le jeune dit, il y avait des buts là, qui étaient très larges, là, j'imagine des trucs un peu à la sauver l'humanité, des trucs comme ça, mais lui, étant donné son jeune âge, là, il est peut-être un peu loin aussi de ses préoccupations-là. Mais ça semblait tourner vraiment autour de la crypto-sécurité. Il y aurait plusieurs projets qui seraient en développement, ce qui revient un peu à la lettre qui avait été publiée aussi en disant qu'il y a plusieurs cellules, que 3301 serait peut-être une de ces cellules-là. Lui, il dit qu'il a été intéressé par un projet en développement justement de cryptographie, tout ça. Il disait que lui, ça l'intéressait, qu'il aurait été intéressé à travailler plus dans ce domaine-là avec ces gens-là, mais qu'en raison de ses études, puis en raison d'un emploi qui a démarré, il a dû passer à autre chose. Il dit que il était il en avait un peu marre du groupe-là. Il sentait qu'il y avait besoin de d'autres divertissements. Un moment intéressant aussi, c'est qu'à un certain moment, il souhaite publier son histoire sur le web. Donc, il a demandé la permission à plusieurs leaders du groupe. Puis, un de ceux-là lui a suggéré, lui a dit, on peut t'organiser pour être publié dans Wired, dans le sens que on a des gens qui ont infiltré Condé Nast, l'agence de presse et de journaux. Puis, donc, c'est pour ça, il dit, étant donné qu'on a infiltré plusieurs groupes, on pourrait s'organiser pour ça. À ce moment-là, Technology décide de le publier de lui-même sur Internet. Mais on aurait eu justement une affirmation comme quoi le groupe serait infiltré dans plusieurs sphères, plusieurs médias. Lorsque on demande à Technology quelles sont toi tes théories face à tout ça, il y a un peu le même son de cloche que Joel Eriksson, dans le sens que il croit difficilement qu'il s'agirait d'un groupe gouvernemental, pour les mêmes raisons qu'on a énoncées plus tôt, mais aussi via le fait que apparemment que le ton était très informel dans le forum de discussion, que c'était très what the hell, yeah, dude, tu sais, un peu un langage courant, là, tu sais, très informel. Il semblerait qu'il y avait beaucoup d'erreurs de grammaire dans les textes, beaucoup de fautes d'orthographe lors des sujets qui étaient postés.
Mais justement, les fautes d'orthographe, la lettre, le gars, il parlait pas anglais de base parce qu'il disait « pardonnez-moi mon anglais ». Donc, j'ai l'impression qu'on sait l'anglais, c'est la langue universelle. Donc, les fautes d'orthographe sont peut-être liées au fait que ce soit des gens qui parlent plusieurs langues et que l'anglais, c'est leur langue seconde pour communiquer sur le genre de forum de Cicada. Ce qui pourrait peut-être ça dit pas que c'est plus gouvernemental, mais je crois que c'est ce qui peut expliquer la faible grammaire des gens. Parce qu'on s'entend, c'est des gens avec des hauts niveaux d'intelligence. Je dis pas parce que ça veut pas dire que t'écris très bien en français, que t'écris très bien en anglais, mais j'ai vraiment l'impression que c'est parce que c'est pour beaucoup de gens, c'est leur langue seconde, ce qui expliquerait les fautes d'orthographe. Exactement. Donc, ce jeune internaute ne peut pas trop nous en dire de plus. Lui, c'est ce dont il parle, c'est ce qu'il dit, que selon lui, c'est pas une agence gouvernementale. Lui, il aurait cru voir une vingtaine de personnes là, sur ce forum actif-là. Je sais pas si ça représente l'ensemble du groupe, mais ça semblait pas être plus nombreux que ça. On parle pas de centaines de personnes, on parle de quelques dizaines. Puis que justement, il a quitté le groupe un peu plus tard. Puis il a quitté, et puis en fait, lorsqu'il a essayé de revenir, il avait plus accès à la page. Il dit que les gens avec qui il avait résolu le puzzle, puis que ces gens-là qui avaient aussi passé à l'étape finale, il n'avait plus contact avec ces gens-là, puis en fait, il n'y a aucune idée de s'ils ont gardé accès au groupe ou pas. Donc ça reste quand même assez mystérieux tout ça. Moi, j'ai envie de te dire ou de te demander, Seb, toi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là? En fait, c'est dur d'en tirer une conclusion précise. Mais en discutant, même en faisant l'émission d'aujourd'hui, il y a c'est une organisation qui m'a popé en tête, Mensa. Oui, c'est vrai. L'organisation qui recrute, ou je sais pas si on peut dire recrute, là, mais pour en faire partie, il faut avoir un QI de... Faut passer des tests. Oui, c'est ça, il faut avoir un QI très, très élevé. Je me suis questionné si ça pouvait pas être une initiative, peut-être d'un organisme du genre, là, comme Mensa qui gère ça. Oui. Pour le reste, j'ai un peu... c'est sûr que c'est pas un troll, parce qu'il y avait un peu quelqu'un qui est très, très intelligent, puis qui... malgré que des fois, je me pose quand même la question, je veux dire, quelqu'un de très, très, très intelligent pourrait mettre en place ceci avec des coéquipiers, si on veut, là, pour ça, mais je crois quand même un genre d'organisation secrète, plus que... Au début, quand on commençait l'enquête, là, moi, j'avais l'impression que c'était Facebook, parce que je sais qu'à l'époque, Facebook faisait beaucoup de concours de hacking et de tout trucs comme ça pour recruter des gens. Je trouvais que ça leur ressemblait dans un certain sens, jamais ils iraient publiquement. Mais plus on avançait, moi j'ai l'impression que c'est une entreprise en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est un groupe d'individus répartis partout dans le monde là, qui ont un but noble. Je sais pas, est-ce qu'ils ont des liens avec l'ONU ou justement ils disent qu'ils ont infiltré plusieurs organisations. J'imagine ces individus-là travaillent tous à quelque part. Là, donc c'est certain qu'il y a une certaine infiltration. Donc voilà, c'est un peu mon hypothèse par rapport à ça. Et toi, Émile, qu'est-ce que t'en penses de Cicada? Est-ce que tu crois que c'est... en fait, qu'est-ce que t'en crois? Qu'est-ce que tu crois que c'est? Tu sais, si on y va un peu par élimination, en fait, un peu comme toi, j'ai l'impression que on a déjà vu diverses organisations, même des organisations gouvernementales utiliser des tests psychologiques ou des énigmes pour faire du recrutement, pour rejoindre leur rang. On a vu d'autres puzzles, peut-être qu'on aura la chance de vous en reparler de d'autres lors de d'autres épisodes de Distorsion. Mais moi, je penche moins vers cette hypothèse-là, l'hypothèse gouvernementale. J'ai l'impression que justement, étant donné les références littéraires qui sont très très polarisées, là, on parle de livres qui sont même controversés, d'œuvres d'art. Oui, exactement. J'ai du mal à croire que ça pourrait être une organisation gouvernementale. Après, est-ce qu'on a énormément de preuves pour pour vérifier ce que le jeune Technology nous dit, ou même Joel Erickson? Ça se peut qu'il nous mente, là, ça se peut que ce soit pas la vérité infuse. Ce que je me rends compte avec l'histoire de Technology, comme lorsqu'il nous dit qu'il a eu accès au forum de discussion et tout ça, c'est que ça semble concordre avec ce qu'on a vu, la lettre de l'ancien membre qui aurait été publiée. Donc, est-ce que vraiment il y aurait deux personnes qui en toute coïncidence, aurait publié des choses similaires? C'est dur à croire. J'ai l'impression, parce qu'on a parlé justement, il y a eu des références sur Internet, les gens vont dire que c'est les Illuminati ou que c'est même les francs-maçons ou des organisations comme ça. C'est possible, mais j'ai pas l'impression qu'ils
faille aller aussi loin. Moi, je pense peut-être vers justement un groupe de cyberactivistes. On sait que ça existe. C'est peut-être un groupe un peu sans... Je pense pas que ce soit Anonymous, mais tu sais, un groupe qui fait des recherches similaires ou qui travaille un peu plus sous le radar. Tu parlais de think tank, justement, de gens qui vont faire un peu de recherche et développement dans ce domaine-là. J'ai l'impression que c'est plus vers ça qu'on se retrouve. Parce que même certaines personnes vont dire oui, mais pour aller mettre des posters partout dans le monde, ça prend une grosse organisation, puis tout ça, ça prend des gens, des connexions partout. Je suis d'accord, mais en même temps, je suis sûr que toi puis moi, avec nos connaissances et tout ça, peut-être à part en Corée du Sud, on pourrait s'organiser pour faire poser des posters dans toutes ces villes-là. Tu sais, ça prend pas nécessairement une énorme organisation en termes de compagnie ou de regroupement. Je pense que ça prend énormément de planification. Là, c'est clair qu'il y a du génie dans Cicada, dans tous les puzzles, dans l'organisation des choses, dans la chronologie, parce que tout est signé avec une signature. Donc tu peux pas par la suite retourner derrière et dire OK, j'ai changé telle chose parce que un internaute a été plus vite ou autre. On dirait que tout s'est déroulé comme prévu. Même lorsqu'on leur donnait des rendez-vous, lorsqu'on leur demandait d'appeler, tout était vraiment là, tout roulait d'une manière incroyablement professionnelle. Donc je suis encore confus. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement un grand groupe. Ça n'a pas besoin d'être un grand groupe. Ça peut être un noyau de 5-6 personnes avec une communauté un peu plus grande autour qui organise tout ça. Je sais pas si ça fait sens. Oui, en fait, parce que la lettre du monsieur, s'il dit que ça fait 10 ans, c'était en 2013, je me trompe pas la lettre, donc 10 ans, 2003. L'Internet existait, donc ta théorie, je trouve, des cyberactivistes tient encore plus j'y pense, là, avec ces éléments-là. Donc, ce groupe-là a dû être créé dans l'ère des années 2000. Donc, ça fait du sens que ça soit des cyberactivistes, là. Des black hats ou des white hats, je ne sais pas, là, tu sais, de quel côté de la force ils sont. Selon la lettre du monsieur, c'est pas clair non plus, même si on des objectifs louables, là. J'ai l'impression que pour arriver à leur fin, peut-être qu'ils utilisent un peu des techniques, disons, illégales, malgré qu'ils disent que ils tolèrent pas ça, là. C'est dur à dire. Mais oui, moi, j'abonde vraiment vers ta théorie des cyberactivistes. Je trouve que c'est ce qui fait le plus de sens dans toutes les théories. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, chers enfants de l'Internet? Si vous voulez nous dire, vous nous donnez toutes vos hypothèses sur Cicada 3301, vous pouvez le faire sur notre page Facebook à Distorsion Podcast. Vous pouvez le faire aussi sur notre groupe de discussion sur Facebook. Là, vous allez trouver plein de gens comme vous qui aiment faire le tour et creuser au fond des puzzles et des enquêtes d'Internet. Donc, dites-nous-le, on a bien hâte de voir ce que vous en pensez. Et puis je pense qu'on a bien résumé la chose, Seb, pour une première, pour un kick-off de saison 2. On est vraiment content d'être de retour et de se dérouiller, de vous parler, de raconter des histoires. Donc, Émile, le mot de la fin. Il est peut-être difficile de rejoindre les rangs de Cicada, mais il est très simple de nous offrir une tournée de bière via le distorsionpodcast.com.